présent faire le point sur la vision des marchés de Myria AM avec Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors un mois qui a encore vu les grands feuilletons se jouer. Tout d'abord le Brexit. On ne sait plus quoi dire comme dernière actualité sur le Brexit. Le report a été voté il y a quelques jours. Et quelle est la position du coup de Myria AM sur cette question? Alors vous l'avez très bien synthétisé. C'est vrai que c'est très difficile de s'y retrouver, d'autant que on a du mal à comprendre ce qui se passe au niveau du Parlement britannique. Donc nous, ce qu'on avait décidé chez Myria AM, c'est dans le cadre de ce Brexit, de se dire qu'on pouvait peut-être sortir par le haut. Donc l'idée était finalement, comme d'habitude, de se rebenchmarker par rapport à nos indices de référence et donc reprendre de la livre sterling, puisqu'on était très très loin des indices de référence en ce qui concerne la position de livre sterling, et finalement adopter un biais assez neutre, tout en privilégiant finalement le contexte global et mondial plutôt que le micro-contexte britannique. Mais c'est vrai que moi j'ai écrit une vision des marchés vendredi, qu'on a publié hier sur le site, qui est déjà obsolète sur le Brexit, puisqu'on tenu du nouveau vote du Parlement britannique. C'est ça, parce qu'on rejette l'accord négocié par Theresa May, enfin le deuxième accord négocié par Theresa May avec les échanges incessants. Ensuite finalement on rejette le hard Brexit, donc Theresa May se dit je vais reproposer mon accord, et là c'est le speaker de la Chambre des communes qui dit non, pas deux fois. Finalement dans la nuit aujourd'hui c'est le Parlement qui reprend même la main sur en tout cas la façon dont les Britanniques pourraient sortir de l'Union européenne. En fait, on a l'impression que ça peut changer toutes les heures, tous les jours. Exactement, d'autant que le vote d'hier donne la main au Parlement pour éventuellement ne plus être dans un Brexit et finalement rester dans l'Union européenne. Donc on est encore une fois dans un cas de figure où tout est possible. Quoi qu'il en soit, on peut quand même tirer des grandes leçons de ce vote du Brexit du 23 juin 2016. C'est que très nettement le référendum est possiblement pas un bon outil, en tout cas en ce qui concerne les peuples. Ce qui est très étonnant, c'est que on a quand même 27 pays qui n'arrêtent pas de dire au Parlement britannique que c'est peut-être une erreur d'avoir voté le Brexit. Donc on peut se dire aussi que finalement, peut-être que 27 pays ont possiblement plus raison que Theresa May qui s'enferme dans un Brexit qui a été voté dans des conditions qui sont ce qu'on a su, puisqu'il y avait quand même Cambridge Analytica, les mêmes qui ont manipulé l'opinion aux États-Unis. Donc est-ce que véritablement c'était un vote intelligent, ou en tout cas un vote objectif, dans de bonnes conditions, dans de bonnes conditions. Bon, voilà. Et là, on peut vraiment se poser des questions. C'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi le gouvernement britannique s'enferme là-dedans, et c'est vrai qu'on voit que les marchés financiers sont finalement beaucoup plus matures que les gouvernants britanniques, puisque c'est plus vraiment un sujet. On voit vraiment que la livre sterling monte quand on s'éloigne du hard Brexit, voire même du Brexit tout court, et qu'elle baisse vraiment très fortement quand des rumeurs de hard Brexit se font plus jour. Donc il serait possiblement temps, et en tout cas ça serait plutôt pas mal pour les Britanniques, qu'ils sortent par le haut de cette histoire. C'est vrai que l'Europe, moi je le trouve finalement, c'est rare quand les 27 parlent d'une même voix, et peut-être qu'il faudrait écouter la majorité. Et notamment les marchés financiers, du coup, oui, par exemple, ou la livre sterling. En tout cas, il y a ce délai là aujourd'hui, ce premier délai, en tout cas selon la façon dont on voit les choses. Est-ce que ça va changer quelque chose selon vous, ou ça va juste retarder effectivement la même échéance? Disons que là, on a quand même le 12 avril qui a l'air d'être enfin une date butoir assez crédible. Donc, on va voir ce qui va se passer au niveau du Parlement. Bon, vu qu'ils ont pris la main, mais très clairement, comme on n'arrive plus à savoir qui veut quoi, parce qu'on a eu des votes qui sont quand même très très étonnants. Quand on analyse les votes, on se dit cette fois-ci ça va passer, en fait pas du tout. Donc non, je pense que c'est vrai que nous, dans notre métier de gérant d'actifs, et quand on regarde le fonctionnement des marchés financiers, on est plutôt finalement assez terrien dans l'approche. C'est que on n'a pas le moyen d'influer sur cette décision. Maintenant, il faut faire en sorte que ça soit le moins dommageable possible, et c'est pour ça que finalement on a des bornes de fluctuation de la livre sterling qui sont très très faibles, et un marché action britannique
qui finalement reproduit les mêmes performances que les marchés européens. Et alors une dernière question sur le Brexit, donc quand on regarde ça de l'extérieur ou quand on veut se positionner face à cette actualité, donc il y a ce qui se passe au Royaume-Uni, puis il y a la position de l'Europe. Est-ce que ça c'est plutôt un facteur accommodant ou un autre facteur de risque dans cette histoire? Moi je trouve que c'est plutôt accommodant parce qu'on entend quand même clairement que les Européens ne sont pas vraiment favorables à un Brexit quel qu'il soit soft ou hard. Donc on a plutôt finalement un pôle de stabilité d'un côté et malheureusement un peu n'importe quoi de l'autre côté. Mais ce qui est intéressant, c'est voir ces manifestations assez impressionnantes à Londres en faveur du Remain, ce qui pourrait aussi influer sur la décision finale. Et alors ça c'était le premier feuilleton, donc ce Brexit, un deuxième feuilleton qui date depuis très longtemps, c'est cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Depuis le début de l'année, quel impact ça a eu sur les marchés, ou en tout cas quelle est votre vision de cet impact? En tout cas, alors si on reprend même en 2018, on a vu que cette guerre commerciale pouvait, en tout cas les marchés le redoutaient, pouvait précipiter l'économie mondiale dans une récession qui n'a pas eu lieu, puisque là on a les chiffres, on sait que l'Italie a été en récession, on a un ralentissement très marqué en Allemagne, notamment sur la production automobile, mais on n'a pas eu de récession mondiale. Les États-Unis se portent comme un charme, et c'est là l'élément clé à mon avis, c'est que finalement, avec un déficit commercial aussi important vis-à-vis des Chinois, penser que Donald Trump est fou était franchement une erreur. En fait, il a un boulevard devant lui pour rééquilibrer les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Et finalement, rapatrier de la croissance aux États-Unis. Il met beaucoup de pression. D'ailleurs, toutes les études qu'on voit sortir chez nos amis sociétés de gestion montrent que si la Chine était en récession, l'impact sur les États-Unis serait finalement assez faible en croissance, même sur les 2-3 prochaines années. Donc, avec un jeu déséquilibré comme ça, Donald Trump a beau jeu en fait de vouloir rééquilibrer la croissance. Donc on voit que ça ne précipite pas la récession tant qu'on est sur un point, on appuie mais assez fortement mais sans faire trop de dommages. Donc forcément les marchés ont vraiment rebondi en constatant qu'il n'y avait pas de récession, mais surtout on voit mal comment on pourrait en sortir par le bas encore une fois. Parce qu'on avait quand même peur de ce choc des titans à un moment où on se disait si vraiment ça va plus loin et si vraiment il y a ce jeu d'escalade, finalement oui ça peut précipiter dans une récession. On était tous, souvenez-vous, suspendus au compte Twitter de Donald Trump. Oui, mais sauf que c'est exactement comme ce qui s'est passé avec la Corée du Nord. En fait, personne n'a compris comment on avait eu une sorte de Deus ex machina où finalement ils deviennent très copains alors qu'ils s'insultaient copieusement par médias interposés. Là, on est exactement dans la même mécanique de négociation. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, c'est bien, c'est mal, mais en tout cas, force est de reconnaître que, on a un président américain qui est loin d'être fou, et 2, qui veut rééquilibrer la croissance, 3, qui met à jour finalement les forces et faiblesses de son partenaire principal commercial chinois, et qui en joue habilement. Donc, on voit mal, encore une fois, pourquoi on irait à une guerre commerciale totale. On peut toujours l'envisager, mais je pense que là, c'est vraiment un perdant-perdant, et je pense qu'on est plus dans un jeu gagnant-gagnant. Donc c'est pour ça que c'est moins un enjeu en ce moment. Après, tout peut changer, comme on l'a vu avec le Brexit. Dès que c'est politique, tout peut changer. Tout peut changer très vite, et notamment grâce à Twitter. Les marchés sont en hausse depuis le début de l'année. On entend plusieurs personnes dire qu'on ne sait pas trop pourquoi ça monte. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, ça corrige l'anticipation de récession de l'année dernière. Ça corrige, et on a perdu beaucoup de temps. Donc, quand on regarde, on fait une analyse. Alors ça, c'est sur le site de Miriam. Il y a le graphique qui est dans la vision des marchés. C'est vrai que quand on analyse en fait la cherté relative des marchés, on s'aperçoit que finalement les marchés actions sont globalement à leur moyenne 10 ans, avec peut-être un peu d'avance pour le S&P 500, mais on n'a pas du tout de bulle spéculative. On peut difficilement voir que les marchés sont survalorisés. En revanche, c'est pas du tout le cas pour les obligations, et ça pour des raisons évidentes, notamment sur les banquiers centraux et la répression financière. Et alors justement, les banques centrales, un petit mot, que ce soit sur la BCE ou sur la Fed, pour conclure. Là, on a
définitivement abandonné l'idée d'augmenter les taux en 2019. C'est ça, exactement. Donc on le subodorait déjà dans le discours de la BCE à la fin de l'année. On sentait bien que septembre 2019, ça allait être vraiment très très tôt pour remonter les taux. On voit bien que le trou d'air est quand même assez prononcé, puisque les chiffres de croissance, enfin les anticipations de croissance ont été largement revues à la baisse. Donc la Banque centrale est vraiment dans son rôle. On n'a pas d'inflation, on a une croissance qui s'essouffle, aucun intérêt de monter les taux. On fait un TLTRO pour donner de l'air aux banques, qui n'est pas une augmentation du bilan de la BCE, hein. Simplement on rôle en fait des prêts qui ont déjà été accordés. Ça permet de donner de la visibilité au marché et donc de revenir dans un état de Draghi-Spout tel qu'on en parlait précédemment, enfin dans les années 2012, 2013, 2014. Sur la réserve fédérale, en fait les États-Unis ne sont pas en autarcie, ils constatent également le ralentissement mondial, ils constatent bien la pression mise sur la Chine. Donc là encore, on offre une visibilité au marché, on dit on a monté les taux, on arrête le processus de normalisation. On est certes finalement toujours dans une zone accommodante, puisque le taux neutre il serait plutôt aux alentours de 3%. Et on dit on s'affranchit de toute hausse des taux en 2020, ça offre de la visibilité. Finalement, c'est vraiment une politique monétaire extrêmement raisonnable qui permet finalement de calmer la volatilité. Et alors pour conclure, Pierre Bismuth, la position de Myriam AM, ou en tout cas le portefeuille que vous avez aujourd'hui? Alors on a vraiment bien profité en fait de la hausse des marchés en janvier, février, donc on a réduit la voilure sur les actions, mais toujours à un niveau proche du neutre. Si on est sur un 50-50, on est globalement à 50% exposé en action. La grande nouveauté, c'est que on monétise finalement l'arrêt des hausses de taux ou de la normalisation ou même des anticipations de taux en augmentant largement la duration de nos portefeuilles. Donc on achète des emprunts d'État, notamment américains à 30 ans, puisque là on pense que l'horizon est quand même assez dégagé et que ça permet de retrouver finalement un équilibre dans les portefeuilles et de profiter à la fois de marchés actions qui bénéficient d'une certaine assurance des banques centrales, mais également de la décorrélation offerte par les emprunts d'État, et donc on a allongé largement notre duration de portefeuille. Merci beaucoup Pierre Bismuth, je rappelle que vous êtes directeur général et responsable des gestions chez Myria AM.